Salut Émile, ça va? Salut Thierry, bon, enchanté de te rencontrer. Bah écoute, je suis enchanté aussi, on a eu l'occasion de discuter un petit peu ensemble. Alors on est ici, dans ton domaine, là où tu travailles. Voilà, oui. On va parler de vin, de viticulture. On parlera aussi de ton bouquin à la fin. On a quelques points communs à partager, entre autres les histoires, le prénom. Voilà, tu as le même prénom que ce que j'ai failli donner à mon garçon si ma femme n'avait pas voulu changer. Donc voilà, tu as presque l'âge de mon gamin. Et tu m'as fait découvrir aussi le vin sur TikTok, entre autres. Je connaissais un peu, mais la façon de vinifier, de cultiver. On peut faire un petit tour, qu'est-ce qu'on va découvrir ici chez toi? Je vais te montrer là où je travaille, où je passe l'intégrité de mes journées, si ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Quand tu n'es pas sur TikTok. C'est ça, voilà. C'est là ma vraie vie et c'est la raison pour laquelle je me lève le matin de venir ici. Et je suis content de te montrer, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais aussi sur les réseaux sociaux, donc à mon tour de montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce qu'on va voir? La mise en bouteille, le conditionnement? Là, t'as tout là, on va passer dans les caves un petit peu, on va se mettre au frais. On va aller voir un peu parce qu'il y a mon oncle qui est en train de bosser aussi. Et après on va aller voir la chaîne d'embouteillage, tout ça. Et après on ira voir les vignes et normalement si tout se passe bien on finit sur une déguste. Le meilleur moment certainement de la journée. Ah c'est à toi de me le dire. Bon on verra bien. Bon allez c'est parti, on va regarder ça. Dis-moi Émile, alors ici on est dans les caves, ça date de quand ça? Alors là tu vois les caves, elles ont été creusées en 1821, celle-là. Ouais. Celle d'à côté qu'on va aller voir à 1817. D'accord. C'est les anciennes carrières en fait. Ça servait à tirer de la craie pour aller emmener des blocs, pour créer des ponts, des maisons, c'est ça? Ouais tu vois en fait ils ont creusé, c'est pour ça que c'est assez grand. Ils ont trouvé des pierres blanches pour reconstruire après les châteaux ou pour faire des ponts. Comme en Champagne. Ouais exactement. Cette pierre blanche en fait a durci au soleil, donc c'est pour ça qu'on construit des choses avec. Alors ici vous stockez les bouteilles, alors c'est quoi comme produit et quelle est la méthode? Ça ressemble un peu au système de Champagne. Bah ouais, parce que c'est le même système, quoi. Exactement pareil. On les a copiés. Ouais, t'es dans la cave à bulles là. C'est ici qu'on vient fabriquer nos bulles. D'accord. Alors tu as des réserves de bouteilles d'un côté, et ici c'est la décantation, c'est comme ça? Le remuage, ouais. Le remuage. Ouais, exactement. D'accord. Sur ta gauche, les bouteilles fermentent. Ouais. Dedans, tu as du vin, du sucre et des levures. Comme ça fermente vraiment dedans. Et au bout d'un an, les bouteilles vont ici. Tu les passes ici. Pour remuer les bouteilles. Alors donc tu les tournes dans ce sens-là et dans ce sens-là. Je peux te montrer un exemple. Voilà, on fait comme ça. D'accord. Là, je les remue, tu vois. Ok. Hop. Et tu les orientes aussi différemment? Alors là, la boîte, je la fais toute seule. Mais c'est vrai que dans le temps, on payait quelqu'un pour faire un quart de tour par bouteille par jour. Comme tu fais sur un pupitre, c'est ça? Comme ça, ouais. Bon, voilà, tu vois, le pupitre, il est vieux comme le monde. Mais tu vois, nous, on va plus vite. On a 400 bouteilles à l'intérieur et on les tourne 3 fois par jour. Alors, tu nous as montré ça. Voilà, donc ça, c'est ce qui sort de... Enfin, c'est la bouteille quand elle est secouée. Ouais, c'est la bouteille. Ouais. Voilà, donc il y a plein de dépôts. Ouais, exactement. On le voit ici en dessous. Et le but du jeu, c'est de l'avoir... Attention, faut pas que je casse le truc, parce que sinon, ça va pas. C'est la bouteille de ta droite, si tu veux voir. C'est celle de la droite. Ah ouais, celle-là. Elle est d'autant plus claire. Et où là... Et tout le sédiment est là, ouais. Tu as le dépôt au fond. Et après, ça, c'est retransformé de l'autre côté, quoi. Et après, parce que là, on a le dépôt, il faut l'ouvrir la bouteille après. D'accord. Et on va l'ouvrir avec le dégorgement par congélation. Alors sinon, si on laissait ça au niveau goût, c'est mauvais ou c'est pas très agréable? Je pense que c'est pas agréable. Et puis même, là en fait, c'est vachement trouble. C'est à bon goût, hein. Franchement, ça a une bonne odeur. Sauf que quand t'as quelque chose de pâteux dans la bouche en même temps que tu bois, c'est vraiment pas agréable. C'est pas une habitude du consommateur déjà. Et puis en plus, les lits, parce que les levures mortes, ça a toujours un goût un peu spécial quand même. C'est pas comme un petit dépôt que tu peux retrouver dans une bouteille là où c'est pas dérangeant. C'est comme on dit, c'est boire le vin jusqu'à la lie, quoi. Ça veut dire aller au fond, mais c'est pas l'idéal, quoi. Quand t'es à la lie, il faut serrer les dents, par contre. Et voilà. Alors toi, tu bosses ici depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 ans 4 ans que je bosse ici et 2 ans que je suis second sur l'exploitation. Alors tu m'as dit que t'étais pas forcément orienté au début sur le côté la viticulture ou le travail dans la vigne. Tu savais pas trop ce que tu allais faire à l'école. Et l'histoire, c'est ton grand-père qui t'a cédé la cave, c'est ça? Une petite cave avec des produits? Moi, je pense comme beaucoup, t'es fan de ton grand-père, c'est ton idole. Et lui, il m'a pris toutes les bonnes choses de la vie, y compris le pinard, tu vois. Et moi, je me lance en général comme beaucoup, et sauf que le général me convient absolument pas. Et un beau jour, un mauvais jour, je vais dire plutôt, mon grand-père décède. Et quand il décède, il me laisse sa cave à vin, tu vois. Ouais, quand t'as 15 ans avec une cave remplie de bouteilles, tu sais pas trop quoi en faire. Et c'est là que j'ai dit, bon bah allez, on abandonne le lycée général et je vais en bac pro. Et après on verra. Et après du coup je suis parti en bac pro vigne et vin. C'était mal vu à l'époque le bac pro. Ah oui? Et là ça va. Tu vois, et je me suis pris un kiff sur le vin, je sais pas pourquoi.
Bon, quand je suis arrivé le premier jour, c'est un peu compliqué. J'ai rien compris. C'est un milieu qui est difficile, enfin qui est complexe, peut-être pas difficile, mais complexe. Ouais, mais bon, quand tu apprends tout de A à Z, c'est pratique, tu vois. Quand tu es petit, que tu apprends quelque chose de A à Z, quand tu as raté le coche, c'est un peu dommage. Là, quand tu dis que je veux apprendre ça, bah, tu te concentres du début jusqu'à la fin. Et surtout que c'était la première fois que je voyais un pied de vigne, donc là, c'était le moment pour moi de commencer, tu vois. Et là, tu as trouvé ta voie. Ouais. Bah là, en vrai, en plus, je suis bien ici, on est en famille, tu vois. Là, c'est l'exploitation qui appartient à mes deux oncles, Mathieu et Guillaume, qui sont frères, qui sont la 23e génération d'affilée. Ouais, quand même, ouais. On est à 1508, ouais. Putain. Et du coup, bah là, je travaille avec eux. Et franchement, main dans la main, on se tire vers le haut. Et avoir confiance, la confiance de mes deux oncles pour travailler, c'est top. On s'éclate. On fait la suite? Ouais, les barriques maintenant. Allez. On va être là. En plus, Mathieu travaille les barriques là. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de soutirer les barriques. Soutirer les barriques, ça se fait pas avec une paille, alors c'est avec un tuyau comme ça, c'est bon? C'est une grosse paille. Une grosse paille, d'accord. Alors là, le but du jeu, alors là, on est sur du vin rouge. Là, exceptionnellement, c'est du blanc là. Du blanc, d'accord. Attention. Et là, tu le transfères pour. Là, je vais le transférer, je vais le remonter au chai pour pouvoir le filtrer et puis ensuite l'assembler et faire une cuvée en blanc. Voilà, on va faire un assemblage avec une partie du vin qui a été fait en cuve inox et une partie du vin qui a été fait en fût de chêne. Si on met que du fût de chêne, ça risque d'être un peu trop prononcé. Et on a un vin en cuve inox, si on lui met un peu de fût de chêne dedans, ça va lui faire du bien, ça va lui apporter un peu plus de complexité. Alors c'est toi la 23e génération, t'es le tonton d'Émile, Voilà, c'est ça? C'est ça, 23e génération avec mon frère, ouais, tout à fait. D'accord. Et alors, est-ce que ça a beaucoup évolué au niveau type de pratique par rapport à il y a quelques temps, ce que tu as connu peut-être Le vin est devenu hyper précis aujourd'hui. Alors déjà, moi je ne fais pas les mêmes vins que mon père faisait pas les mêmes vins que son père. C'est vrai qu'à chaque génération, on a su évoluer un petit peu avec le phénomène de société, avec l'évolution de la société et du vin dans la société. Et donc c'est vrai que maintenant, le vin c'est devenu très très précis. Hein. C'est vraiment, on commence à la terre, on commence au sol. On prend une parcelle n'importe laquelle, on va y adapter vraiment le cépage qui est le plus adapté, on va choisir les plus belles parcelles au départ. De ce cépage le plus adapté, on va faire une culture qui est appropriée. Et de ce raisin, on sait déjà quand on va le planter, l'élevage qu'on va lui faire et on imagine déjà le vin qu'on peut faire. Donc c'est vraiment, on a tout précisément depuis le début de la terre jusqu'au vin, on sait exactement avec précision ce qu'on fait. Là c'est du fût de chêne, c'est aussi pour la maturation, pour faire évoluer le vin dans son goût. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, le fût de chêne, il va nous apporter, ce que je disais, un petit peu plus de complexité au vin, puisque bon, quand on fait du vin en cuve inox et quand on le met en bouteille, on va vraiment rester sur la matière pure, sur la matière naturelle du vin, parce que comme l'inox, en fait, est neutre et que la bouteille en verre est neutre, rien n'influence le vin, d'accord? Donc c'est vraiment le vin pur, avec son propre goût, sa propre structure et ses propres arômes. Et à partir du moment où on fait vieillir le vin en fût de chêne, là, forcément, on va avoir l'influence du bois, l'influence du chêne dans le vin. Donc le chêne qui a des tanins va apporter un peu plus de structure, un peu plus de matière au vin. Et en même temps, il va lui apporter des arômes, c'est-à-dire des arômes un peu plus donc boisés, mais c'est pas vraiment, ça sent pas vraiment le bois, c'est plutôt brioché, toasté. On peut avoir des côtés un peu cacao, vanillé. Donc tout ça, ce sont vraiment des arômes qui appartiennent au chêne, et que le chêne va apporter au vin. Et là, vraiment, on aura une complexité aromatique grâce à la fois au vin et au chêne. Alors le fait de conserver ici dans des caves, c'est la température, c'est la régularité de température qui est idéale? Température fraîche, constante, on a 14 degrés, et ça c'est naturel par rapport aux caves. Ça c'est top. Merci. Ça sent le pétard de guinguette, c'est le 14 juillet là. C'est du soufre alors, c'est ça? Ouais, c'est des pastilles de soufre. Pour désinfecter. Voilà, ils allument. Et en fait là, on va le mettre ensuite, là j'attends que ça prenne un peu plus. Bon, celui du dessous, il va brûler celui des autres. D'accord. On l'insère dans la barrique là. Hop. Hop, il est dans la barrique. Ensuite, on l'emprisonne. Et il va se consumer à l'intérieur. Voilà, et ça va créer une petite fumée. Et la fumée, elle va se propager dans le tonneau et ça va aller jusqu'aux fibres du bois pour désinfecter. C'est comme ça qu'on désinfecte les tonneaux. Ouais. Parce que c'est pas possible de rentrer dedans. Pas ceux-là, non. Même si je pense que parmi tous les gens ici, je suis le seul à rentrer dedans, si jamais. Ça sera pas le but, non. Voilà. Là, ici, on est dans la partie mise en bouteille, c'est ça? Ouais, tu arrives dans la partie conditionnement. Alors, c'est pas le chai, là où il y a tous les pressoirs, toutes les cuves qui est plus haut dans le village. Ouais. Là, c'est l'espace où le vin est fini. Tu as la mise en bouteille qui est là. D'accord. Qui fonctionne pas aujourd'hui. Et là, tu as l'ultime étape du pétillant, qui est le dégorgement. D'accord, alors dégorgement sur le même principe que les produits de champagne, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. En gelant le culot là où il y a le dépôt. Ouais. On a vu le dépôt tout à l'heure. C'est ça? Alors tu vas me dire si j'ai bien compris. Et ensuite, vous le dégorgez. Alors là, c'est pas fait à la main ou au bouchon. C'est un système automatique qui permet de
dégager, on l'entend, le clic. Exactement. Et enlever donc toute la matière la lie. Ouais, en gros, c'est ça quoi. Une fois que c'est congelé le dépôt, on peut retourner la bouteille et la machine après elle va prendre la bouteille et l'incliner et la décapsuler. Et c'est la pression qui est dans la bouteille qui va éjecter naturellement le glaçon. Et après tu complètes le contenu de la bouteille avec une autre contenu de bouteille. Ouais, tu mets encore un petit peu de sucre éventuellement selon le produit. Ouais, en fait, comme tu as dit, il y a une bouteille qui va se sacrifier pour remplir les autres. Et après, on ajoute toujours parce que les levures dans les bouteilles de pétillant, elles ont bouffé tout le sucre. Donc si tu veux quelque chose d'un peu plus sucré, tu rajoutes du sucre. Tu rajoutes une liqueur de raisin avec une petite sauce maison. Voilà. Même les grandes maisons de champagne t'en parlent aussi. C'est enfermé dans un coffre-fort. Et voilà, c'est ce qui va apporter la sucrosité et un petit peu d'arôme aussi dans le pétillant. Et après, elles sont bouchées, enfin. Et je sais pas si tu as déjà vu un bouchon de champagne Oui. avant sa forme de champignon, c'est comme ça. Et alors le moyen d'arriver à reprendre. Alors je crois que j'ai vu sur un de tes TikTok que le moyen d'arriver à retrouver la même chose, c'était en le réchauffant au micro-ondes. réchauffant au micro-ondes. C'est dingue. Et quand faut essayer ça, ça marche quoi. Bah, ça marche, mais ça sert pas à grand chose. Non mais ça fait bien à la machine à café quoi. Après, c'est chacun son enfance. Il y en a qui avaient les cartes Pokémon et il y en a qui avaient des bouchons de liège. Et alors après, ça reste combien de temps en stockage? C'est vendu tout de suite ou ça peut être conservé? On laisse les bouteilles se reposer un bon mois, parce que là on les a agitées dans tous les sens. D'accord. Et comme ça la liqueur se fond bien dans le vin. Donc on va minimum un mois, après on les étiquetera au fur et à mesure des ventes. Parce que là tu vois, on peut pas mettre en carton dans les caves, parce que c'est trop humide, tu vois. Donc on va toujours étiqueter en fonction des demandes. Parce qu'ici on vend pratiquement tout à la propriété, donc en fonction de ce qui manque, on remplit avec l'étiquetage. Ouais. Ok. Pression. Je suis très à l'aise avec les tracteurs neufs. Hop. Voilà, on est bien arrivé. Bon, alors là ici on est en plein au cœur des vignes. Ouais, c'est ça. Là, tu es sur une parcelle de 5 hectares à peu près. Là. Ça regroupe 5 hectares. Donc ici cépage c'est. Alors là, tu as du Cabernet Franc ici. D'accord. Et là, tu as du Malbec ici. D'accord. On l'appelle le Co dans la région. Ok. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on est au-dessus des caves où on était tout à l'heure. Ouais, là, si tu tonnes fort, les gens en dessous vont entendre. Les gens vont l'entendre. Alors là, on est au niveau stade maturité. On commence à avoir des grappes Ouais, on a passé la floraison là. D'accord. On va pas tarder à aller sur la nouaison, on appelle ça. Donc là, tu vois que la grappe est déjà bien formée. Ouais. Donc la floraison, c'était la semaine dernière. Et tu vois, on a un dicton qui dit que quand la floraison a démarré, on peut vendanger dans 100 jours. D'accord, ouais, donc tu as un critère, donc tu sais que dans une centaine de jours, ça va être l'époque. Ça évolue un peu avec le temps Ouais, bah, puis tu as des cépages qui sont plus précoces que d'autres. Donc en gros, on dit 80 jours pour les plus précoces et 120 jours pour les moins. Mais là, tu vois, ce qui est cool, c'est qu'on s'est tapé la grêle il n'y a pas longtemps et il n'y a pas de dégâts. D'accord, vous avez eu quand même un peu de grêle. Ouais, c'est ça. Pas de gel cette année? On n'en a pas eu, on a croisé les doigts, serré les fesses et c'est passé à travers. On a eu de la chance cette année. L'an dernier, c'était moins 70% quand même. Vous mettez... Ah ouais, moins 70% ouais, ici. L'an dernier, ouais. Vous mettez des choses en place, des moyens de protection? Non. C'est des grandes surfaces aussi, c'est des gros volumes, c'est compliqué à gérer en termes de protection. Tu peux pas, avec 100 hectares, tu peux pas protéger, et puis ça se trouve, tu vas protéger un endroit qui va même pas geler. En plus, tu utilises des techniques qui coûtent cher, vraiment très cher. Et l'investissement vaut peut-être le coup plus sur des productions à plus forte valeur ajoutée qu'ici. Ouais, et puis limite, tu gagnes de l'argent à perdre 50% de tes vignes plutôt qu'en protéger plus de la moitié et perdre 20%, quoi, tu vois. Et là l'état de la vigne par rapport à une année, c'est quoi? C'est un bon état? Franchement, elle est nickel. Ouais. Là, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on n'a jamais fait le premier traitement aussi tard de l'année, tu vois. D'accord. On a traité la première fois, c'était il y a moins de 2 semaines. Et tu vois, là, tous nos rouges ici sont en conversion bio. D'accord. Et donc là, tu vois, c'est des traitements bio, c'est-à-dire qu'après chaque pluie, on vient traiter. Ouais. Et tu vois, donc elle est en très belle santé. Le sol est super bien travaillé et tout, donc il n'y a pas de... Ouais, il y a eu un temps sec, bon, c'est un peu comme chez nous pour la pomme de terre. Ouais. Pareil, le premier traitement, on l'a déclenché cette semaine. Ouais. Donc, bon, là par contre, c'est un peu couvert, c'est un peu plus doux. Là, ça risque dès que ça pleut, la couverture, elle va se partir. Mais bon, tu démarres déjà pas trop tôt, quoi. Non. Et en plus, nous, on a 2 maladies qui nous font chier ici, c'est l'oïdium et le mildiou. Quand il fait sec, comme on a eu avant, c'était surtout l'oïdium qui craignait. Là, avec l'humidité, le froid un peu, ça peut être le mildiou, tu vois. Le chaud, pardon. Le chaud plus l'humidité, c'est souvent mildiou. Et là, tu vois, on n'a pas de tache encore, mais quand c'est enfoui comme ça, là... Ouais, c'est là où tu as des nœuds. Et, tu risques d'avoir... forcément, il y a moins d'air. C'est ça. Et donc là, notre travail après, c'est d'espacer un peu plus, etc. Et tu vois, on arrive aussi à une étape où on vient, on appelle essimer. Oui. On vient couper ça là. Tu vois, ce petit bout là, on vient le couper. On coupe l'apex. C'est fort mécanisé chez vous?
Ouais, bah là, tu fais ça avec un tracteur, ouais. Ouais, bien sûr. C'est pareil, le travail, vous le faites, alors vous laissez pousser de l'herbe au milieu, vous avez le système... Travaille le sol, ouais. Travaille le sol. C'est-à-dire que tu vois, dans le milieu du rang, tu aperçois, c'est de l'enherbement naturel. Si on voit que ce sont des mauvaises adventices qui poussent, on retourne. Ouais, on retourne et puis on sème. Vous tondez de temps en temps. Mais sinon, là, au milieu, c'est que de la tonte. Et sur le milieu, enfin, dans le rang, là, c'est du travail du sol, ouais. Et alors, les surfaces de parcelles ici, ça donne quoi en moyenne? C'est plus grand qu'en Champagne? Bah là, t'as beaucoup de petits morceaux. Jamais de très très gros, tu vois. Ouais. Les très très gros, c'est déjà quand tu vendanges à la machine, bah, tu es obligé d'avoir une séparation dans le milieu parce que sinon tu n'arrives pas jusqu'au bout. Les godets sont pleins. Mais sinon, tu vois, c'est des petits morceaux comme ça qui font 1 hectare à peu près. D'accord. Ouais. Le plus qu'on peut vendre, on peut planter 4 hectares, 5 hectares. Mais on est obligé de mettre une séparation dans le milieu. Ouais. Mais là, tu vois, c'est cool, on est sur une parcelle. Tu vois, celle-là, elle a 4 ans. D'accord. Celle-là, on a plus de 40. Ah, on voit la différence de taille en termes de... Déjà, tu vois, il y a des manquants. Ah oui, oui. Alors, le choix au moment de dire on va renouveler, vous replantez entre deux, non? Vous dégagez tout? Tu as le choix de soit tout arracher et d'attendre 5 ans et de replanter, ouais. Soit dans les espaces manquants, ou tu replantes des nouveaux. D'accord. Ouais. Mais là, du coup, c'est ce qu'on va faire cette année, parce que là, il y a beaucoup trop de manquants ici. Oui. Et d'ailleurs, en plus, si tu as trop de manquants, bah, tu es déclassé. Ça fait un peu chier. Ah, oui. Donc, ouais, tu es obligé on va replanter donc, dans les espaces manquants, tu vois. Là aussi, tu as des pieds de vigne, là. Tu vois, s'ils sont morts, ceux-là, c'est à cause de la maladie de l'ESCA, tu vois. Là, tu vois, c'est... Ah ouais, d'accord. Là, il est mort, là. Il est mort, mais c'est parce qu'il y a une maladie du bois, tu peux rien y faire, un peu comme... C'est juste bon à démarrer le barbecue, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Ouais, lui, de toute façon, ça se voit, hein. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, tu connais pas? On appelle ça les racks. C'est de la confusion sexuelle pour les papillons. D'accord. Tu as 2 papillons ici qui nous embêtent bien, c'est Cochtilis fédémis. Et les deux, en fait, pondent, fécondent et après pondent les vers qui sortent, bah, te déglinguent une parcelle en une nuit, quoi. Ils vont tout bouffer, les raisins, tout. Et du coup, bah, pour éviter de traiter, parce qu'on peut passer un insecticide et tout ravager, sauf que tu tues pas que ces papillons, c'est ça qui est dommage. Oui. Et tu dois faire ça 3 fois dans l'année parce qu'ils volent 3 fois. Et bah tu mets ça. Et là, ça libère tout doucement. En fait, tu as des phéromones. Des phéromones. Des phéromones sexuels de femelles là qui se dispatchent partout dans la parcelle. Et le papillon mâle, en fait, il cherche la femelle, il la trouve pas. Du coup, il va soit s'accoupler ailleurs, soit malheureusement s'essouffler et mourir. Parce qu'un papillon, ça fait moins d'1 kilomètre. Hein, c'est certainement ton objectif, désolé pour eux, mais tu préfères tes cultures. Je préfère qu'ils s'accouplent dans le bosquet de bois ou chez les voisins que dans les parcelles, parce que c'est là qu'ils peuvent nous ravager. D'accord. De toute façon, un papillon, ça se lève, ça fait une journée, quoi. Disons que ouais, c'est l'intelligence du moyen de lutte naturel, ouais. Voilà, qui sont intéressants aussi. En vigne, c'est très développé aussi, quoi. Vous avez été aussi, j'allais dire, dans ces usages-là, un peu précurseur par rapport à d'autres cultures aussi. Ouais, mais bon, enfin, tu le sais aussi bien que moi que nos métiers sont facilement critiquables. Tu vois, on est souvent mis sur les devants de la scène, sur la culture des insecticides, des herbicides, tout ça, ou des produits de traitement. Sur le voisinage et tout, on est souvent très mis à la critique. Et le fait de montrer qu'on fait des choses aussi comme ça montre un petit peu que... Je pense que c'est important de montrer que la réflexion qu'on a aussi sur la protection de nos cultures, parce que c'est notre métier, c'est notre gagne-pain. Ouais, exactement. Certes, mais aussi de l'environnement, parce qu'on sait que c'est ce qu'on cédera aux jeunes générations. Ouais. Bon, dis-moi... Parler de vin, moi ça m'intéresse, mais ça me tenterait bien quand même de goûter un petit peu ce que vous faites. C'est possible, tu crois? J'allais pas laisser de partir sans boire un coup. Hein. Ça, c'est ma devise. Hein, donc, non, mais en vrai, voilà, t'as vu un petit peu tout ici, ce qu'on faisait. Et maintenant, ça serait bien de voir un peu à quoi ça ressemble dans un verre et dans ta bouche. Clap. Bon, clap de fin, alors on ne peut pas faire une visite de tout cet univers sans le goûter. Ah non, il faut passer par cette étape, je suis désolé. Désolé, tant pis. Je suis désolé de t'imposer ça, mais il faut goûter du vin. On va devoir s'y mettre. Ouais. Alors qu'est-ce que tu me proposes? Bah, écoute, là tout à l'heure, on est parti dans les caves à barriques et on est parti sur la parcelle qui est au-dessus des caves. Et c'est ce vin-là. D'accord. Ça s'appelle les Ménigotes, c'est le nom de la parcelle qui était au-dessus. Cabernet Franc et élevé en barrique du coup pendant 1 an. Donc vas-y, je te fais goûter et tu vas me dire volontiers. Ce que t'en penses. Alors forcément en barrique, tu auras un nez qui est plus prononcé. Ça prononce un peu le bois sur le nez forcément. Parce que quand tu mets un liquide, n'importe lequel dans un tonneau,
t'as le bois qui va arriver sur les arômes. Donc si je mets de l'eau dans un tonneau, je vais avoir quelque chose qui a du goût. Ouais. Mais peut-être pas qu'il y a ce goût-là. C'est de l'eau avec des tanins. Mais non, mais voilà, c'est intéressant parce que là, tu vois, c'est en 2018, c'est une année où il a fait chaud. Moi d'ailleurs, je suis un peu à la barrique aussi, mais c'est cool, moi, c'est que je sens l'évolution. Parce que tous les jours, je les goûte, mes barriques. Et je vois à quel point l'oxygène, à quel point le bois peut influencer le vin et vient l'emmener sur des notes que moi j'aime beaucoup. Et quand on sent que c'est le bon moment, hop, on fait l'assemblage et on met en bouteille, et après on laisse vieillir en bouteille. Parce que c'est un peu de la précision, hein, comme t'as dit Mathieu, mon oncle, tout à l'heure. Bon, là, je dis plus rien, de toute façon, j'ai le professionnel avec moi, donc impeccable. Par l'épinard, on peut parler 5 heures là. La bouteille, elle n'est pas assez pleine. Par contre, quand tu consommes, alors là, faire attention parce que quand on consomme, c'est avec modération. Et toi, tu goûtes, mais tu craches parce que sinon, c'est trop compliqué, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Alors là, le but du jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement d'avoir le goût dans la bouche parce que c'est là où on l'a. Quand on l'avale, après, il n'y a plus de goût, donc c'est l'intérêt. Tu peux ressentir aussi les choses quand tu avales. Oui. Et surtout, ce qui est important, c'est quand tu recraches. En fait, il y a un truc avec la trachée qui se ferme et tout, avec l'œsophage qui s'ouvre. C'est qu'en fait, quand tu recraches, tu as un effet rétro-olfactif et c'est comme si tu ressentais le vin une deuxième fois. Ça remonte plus vite jusqu'au cerveau. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui remonte au cerveau, mais c'est peut-être dû à... Attends 2 heures. Non, mais voilà, c'est le but. Pourquoi on recrache, c'est vraiment plus efficace quand tu goûtes. Et aussi parce que quand tu enchaînes les dégustations, quand tu arrives au bout du 15e, faudrait essayer de te rappeler du premier, donc tu recraches. Sinon, après, on peut te mettre n'importe quoi, tu sens plus rien. Après, quoi. tu satures. Alors, dis un peu pour nos auditeurs qui cherchent à comprendre un peu le vin, tu as fait quelque chose de sympa, tu as écrit un bouquin. Oui. Alors, montre-nous un petit peu ce que c'est. C'est en promo. Non, mais bien sûr, j'ai vu que tu avais ton livre. Bah oui. Voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, que je vais t'offrir. Oh. C'est pour toi. C'est le livre Le vin, ça se partage, du coup. C'est mon petit bouquin. Tu peux le feuilleter et voir à quoi ça peut ressembler. Donc c'est quoi d'écrire un bouquin C'est long. Puis pour être très honnête, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment attention aux fautes d'orthographe. Donc ta correctrice ou ton correcteur a souffert énormément? Oui. Comme moi. Bonjour à Camille. Bonjour à Lucie. Elles se comprendront. Mais non, c'était assez galère. Et puis même, voilà, quand tu es seul face à une page blanche, c'est compliqué. Et puis celle qui a fait les dessins, c'est une amie. Ah bah tiens, voilà. Merci. Moi aussi, celle qui a fait les dessins, c'est une amie, tu vois. T'as plus écrit que moi. Oui, oui, après j'ai essayé de montrer d'autres agricultures aussi, donc c'est pas évident. Ne bois pas seul, jamais ne bois qu'avec ceux que tu aimes. Ah, c'est sympa, au moins t'as bu un coup avec moi. Et alors on le retrouve où? Dans toutes les bonnes librairies, j'imagine? Ouais, elle est bien référencée dans les librairies et tout, donc tu peux... Combien d'exemplaires vendus jusqu'à maintenant? Je crois qu'on atteint les 14 000, donc on est bien content. D'accord, bon, je suis largué, je suis qu'à 5, mais bon... Après on visait 3 et 4 000, et ça a bien fonctionné parce qu'on a fait des belles télés, on a bien parlé du projet. 14 000, c'est vraiment le max. C'est le top, ouais. C'est du best-seller. Ouais, best-seller. Voilà, bientôt le 1 million. Ouais. Dans sa catégorie, on va dire. Ouais, non, mais après, c'est cool parce que bon, ok. on se complète avec tout le monde. Bon, on te retrouve sur TikTok, on te retrouve sur ton bouquin. Ouais. Voilà, alors vous pouvez regarder ça, surtout c'est intéressant, je pense, de pouvoir partager ça. Et puis, merci beaucoup pour cette très belle visite. Merci à toi et bon courage pour la suite du tour. Ouais. Bah écoute, quand on rencontre des choses comme ça, on fait des belles rencontres, c'est super sympa. Merci à vous et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Exactement. Merci. Salut.